8h22. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Patrick Cohen. Le peuple a parlé, vous avez perdu, l'aéroport se fera. C'est une bataille perdue pour l'écologie, le résultat du référendum en Loire-Atlantique. En même temps, c'était prévu, c'est-à-dire que le périmètre qui avait été choisi pour ce vote, c'était celui qui était le plus sûr, on va dire, le plus probable pour obtenir ce résultat, mais il a existé. Vous auriez préféré que ce périmètre soit taillé pour le nom. Bien sûr, non, pas du tout. Vous savez, c'est paradoxal. On dit que c'est un aéroport pour tout le Grand Ouest, on fait voter un département. Oui. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Si on fait voter juste les habitants de Notre-Dame-des-Landes, ils sont aux trois quarts opposés. Mais justement, le sujet, on voit que le oui a gagné à cause des communes les plus éloignées de Notre-Dame-des-Landes. Et bien alors, il aurait fallu élargir encore le périmètre, dites-vous. Moi je pense que, pour le coup, oui. Vous pensez que ça redonnait une chance supplémentaire au non? Je vais vous dire, il y a deux choses. D'abord, c'est pas la question du oui ou du non. C'est la question du fond de ce projet. Quand je vous dis c'est une bataille perdue pour l'écologie, c'est que ce projet-là, et d'ailleurs il y a deux événements récents dans une longue histoire qui a 40 ans. Les deux événements récents, c'est un rapport commandé par Ségolène Royal, la ministre en charge de l'écologie, qui montre que le projet est surdimensionné, que la situation actuelle peut largement être améliorée. Ça, c'est votre lecture de ce rapport, Cécile Duflot. Il y a d'autres arguments en faveur de ce transfert d'aéroport. Non, je parle du rapport du CGEDD de mars 2016. Il suffit de le lire. Non, mais on va pas refaire la campagne. Ce matin, la question c'est, est-ce que vous reconnaissez le résultat du référendum? Patrick Cohen, on va pas faire le résultat de la campagne, mais on va simplement dire la réalité des faits. Est-ce que c'est un projet bon pour l'écologie et bon pour le développement local? Je pense que non. Et je pense que non sur des éléments fondés. C'est ce que Chevènement appelle l'idéologie boniste. Vous êtes les bons, les autres sont les mauvais. J'aime pas du tout votre façon de réagir parce que je trouve qu'en fait, et ces derniers temps, et après ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits, et notamment en Angleterre, j'ai écouté votre radio depuis quelques jours, ceux qui critiquent le résultat du Brexit, ils trouvent ça normal. Et à partir du moment où on a les mêmes convictions depuis 40 ans, nous avons, écologistes, les mêmes convictions depuis 40 ans. Et si je puis me permettre, si vous m'aviez invité il y a 20 ans, vous vous seriez sans doute, au lieu de faire ce petit regard légèrement méprisant, carrément moqué de moi. Non, je fais aucun regard méprisant. Si, vous dites... J'essaie de savoir si vous reconnaissez ce matin le résultat d'une consultation. Je vous ai dit très clairement, c'est une bataille perdue pour l'écologie. Oui. Mais ça vous satisfait pas. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai pas changé d'avis. J'ai pas changé d'avis sur l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique. J'ai pas changé d'avis sur l'obstination de certains élus sur des projets inutiles. Mais je vais vous donner un autre exemple. Un exemple très concret. Je ne demande pas de changer d'avis. Simplement, comme vous avez déclaré que ce référendum, cette consultation, plus exactement, était illégitime, je vous demande si vous la considérez aujourd'hui, encore ce matin, comme illégitime. Mais je pense qu'effectivement, il a été choisi, ce dispositif, pour aboutir à ce résultat-là. D'accord, donc le résultat... C'est un aéroport. On dit c'est pas un aéroport pour les habitants de Loire-Atlantique. Ceux qui portent ce projet disent c'est un aéroport dont on a besoin pour tout le Grand Ouest. Et vous savez quoi? La région Pays de Loire et la région Bretagne vont verser de l'argent. Donc les habitants de Bretagne vont payer pour cet aéroport, mais ils n'ont pas donné leur avis. Donc je pense quand même qu'on peut dire que c'est étonnant de choisir un périmètre aussi limité. Ensuite, c'est pas très intéressant finalement de débattre pendant 107 ans de cette histoire-là. La question qui nous est posée quelques mois après avoir signé l'accord de Paris, c'est est-ce que oui ou non on prend le grand virage vers l'écologie? C'est une question de conviction et d'acte, mais je pourrais le dire sur d'autres choses, sur le vote qui a eu lieu sur la loi biodiversité pour repousser à je sais pas quand une taxation sur l'huile de palme. C'est ce qui s'est passé sur la taxe poids lourd. La taxe poids lourd, elle a été votée, revotée, re-revotée. On a installé les portiques pour dire qu'il fallait arrêter de faire en sorte que les poids lourds transportent des marchandises pas à leur prix social et environnemental, avec des conséquences sur la santé. Au bout de 3 manifestations, on a suspendu et ensuite abandonné. Donc, vous savez, Est-ce que cet aéroport doit se faire aujourd'hui? Mais je pense que non. Je pense que vous savez pourquoi cet aéroport a été lancé? Il a été lancé pour Concorde. Oui, non, pas seulement, non, pas uniquement pour ça. Si. Non, ça c'était le premier projet dans les années 60. Il y en a eu d'autres depuis, et vous le savez bien, sous le gouvernement Jospin. Vous avez le droit d'être fan des aéroports, mais Monsieur non, Cohen. Je suis pas fan des aéroports. Mais simplement, on va pas refaire cette campagne qui a été mais c'est pas une question de campagne, c'est une question de conviction. Dans un sens et dans l'autre. Tous les milieux économiques de Nantes et de Loire-Atlantique étaient favorables à cet aéroport. On peut dire que c'était une minorité. 270 000 électeurs ont voté en faveur de Ils ont un avocat ce matin sur France Inter. Vous avez le droit. Mais vous voyez, autant de conviction que moi j'en ai. Vous êtes très favorable à cet aéroport et je pense que les raisons pour lesquelles vous êtes très favorable à cet aéroport habitant de Loire-Atlantique. Et vous non plus, Cécile Duflot, reconnaissez que la majorité des habitants de Loire-Atlantique, des électeurs se sont prononcés en faveur de cet aéroport. Je suis une écologiste, héritière de générations d'écologistes qui ont alerté sur les conséquences du dérèglement climatique, qui ont alerté sur les conséquences de l'usage des pesticides sur la santé. Et aujourd'hui, quand on voit l'augmentation des maladies du mode de vie, de cancer, les maladies liées sans doute, comme l'Alzheimer et d'autres maladies,
aux produits chimiques qu'on a déversés dans l'environnement, les conséquences de la pollution. Et la pollution, c'est brûler du pétrole. Et le transport aérien en fait partie. Quand on a aussi un problème comme on l'a, un problème financier, où il faut une vraie sobriété de l'argent public, on peut faire bien avec l'argent public, on peut être plus sobre. Et vous savez, il y avait 2 positions sur cet aéroport initialement. Ceux qui étaient contre, absolument, et ceux qui étaient pour. Nous avons proposé une 3e voie, c'est de rénover l'aéroport existant, de le moderniser, de le changer. C'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup plus efficace. Donc je ne veux pas me laisser enfermer par vous dans une espèce de débat entre les pour et les contre. Il y a eu un vote, il y a eu une consultation proposée. Je vous l'ai dit, est-ce que ça change? Est-ce que vous soutenez les zadistes et est-ce que vous pensez que les zadistes doivent évacuer les lieux à présent, comme le demandent les autorités? Moi, je crois qu'il n'y a personne qui peut représenter les zadistes ni même leur donner un avis. Non, mais il y aura une réunion de soutien qui est déjà annoncée pour début juillet. Est-ce que vous en serez, par exemple? La réunion de soutien aux opposants à l'aéroport du 8 et 9 juillet? Oui, bien sûr que je les soutiens. Les opposants à l'aéroport, je continuerai de les soutenir. Mais je vais vous donner un exemple, puisque vous avez l'air très sûr de vous. Vous connaissez un autre dossier qui est un dossier difficile, c'est celui du barrage de Sivins. La déclaration d'utilité publique va être abrogée, c'est une bonne nouvelle. Mais juste à côté de ce barrage, il y a un autre barrage qui s'est construit, sur lequel il n'y a pas eu de zadistes. Il s'est construit, aujourd'hui il est illégal. Les procédures judiciaires sont arrivées à leur terme. Et c'est la même chose sur Notre-Dame-des-Landes. Il y a des procédures... Sur Notre-Dame-des-Landes, le projet a été déclaré d'utilité publique. Oui, mais il y a des procédures qui sont encore en cours. Et il y a quand même, il y a eu l'ouverture de dispositifs qui montrent que l'État français n'a pas respecté les procédures qu'il devait respecter. Et donc, le président de la République lui-même avait dit « on ne lancera pas les travaux tant que les recours n'auront pas abouti ». Ça s'appelle la justice, tout simplement. Mais là, à ce moment-là, j'entends plus personne. Ceux qui brandissent le respect de la justice en permanence ne sont plus là. Et je trouve pas ça normal. Ce référendum, cette consultation, elle est, à vos yeux, nulle et non avenue. J'essaie de comprendre votre position ce matin. Mais non, enfin, je vous ai dit, nous avons fait campagne pour le non. Nous avons perdu. Et donc vous vous inclinez ? Est-ce que ça change notre avis? Non, ça change pas notre avis. Sinon, ça voudrait dire qu'on a des drôles de convictions. Bien sûr qu'on a des convictions très ancrées pour l'écologie. Et je vais vous dire dans la durée. Si le non avait gagné, vous seriez en train ce matin de fêter votre victoire. Je serais très contente, mais je vous dirais la même chose. Et je l'ai dit avant, vous pouvez retrouver mes déclarations de jeudi dernier ou mercredi dernier à Notre-Dame-des-Landes. J'ai dit que pour nous, ça ne changeait rien sur le fond de la conviction en faveur de l'écologie. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas avoir appelé à boycotter ce scrutin alors? C'était une question. Certains défendaient cette position, moi je l'ai pas défendue parce que je pense qu'il faut participer à ces moments de débat de la même manière qu'il faut lire avec attention les rapports qui sont faits, les arguments, qu'on peut aller au fond de ce dossier, qu'au fond de ce dossier, je vous assure que la solution de moderniser l'aéroport existant, elle est mieux pour tout le monde. Elle est mieux pour l'environnement, elle est mieux pour l'économie, elle est mieux pour les finances publiques. Avant d'accueillir Hélène Jouan pour la revue de presse, quelques mots sur le Brexit. On a tout entendu depuis vendredi sur la bureaucratie bruxelloise, la submersion migratoire, les politiques d'austérité. À vos yeux, qu'est-ce qui a été sanctionné jeudi par les Britanniques, Cécile Duflot? Je pense que nous avons, nous Européens, un problème avec l'Union européenne telle qu'elle est. Et ce serait une erreur de ne pas le reconnaître. L'Union européenne telle qu'elle est, c'est la manière dont elle a étouffé les Grecs après le vote de leur référendum, qui lui n'a pas du tout été respecté. C'est l'attitude qu'elle a eue en 2011 avec le gouvernement italien. C'est l'attitude qui a eu lieu avec le référendum de 2005 en France, dont les résultats n'ont pas été respectés. C'est le président de la République qui a été élu en disant « je ne ratifierai pas le TSCG » et qui l'a fait très rapidement. C'est pas là-dessus que les Britanniques ont voté. Il y a un climat dans l'ensemble de l'Union européenne aussi à l'égard des réfugiés. Il y a aussi du populisme et il y a une dérive nationaliste. C'est pour ça qu'il faut redonner du souffle à l'Europe. Redonner du souffle à l'Europe, c'est démocratiquement une constituante en 2019. Que le Parlement européen soit constituant en 2019, c'est retrouver un protectionnisme social et environnemental aux frontières de l'Union. Et puis c'est mettre fin à la concurrence. Je pense qu'il nous faut un SMIC européen. Il y a des entreprises françaises, aux capitaux 100% français, qui revendiquent d'organiser la délocalisation des entreprises et des emplois français en Roumanie, en écrivant en toutes lettres, c'est 4 à 5 fois moins cher le coût de la main-d'œuvre. Et évidemment que ça rend tout le monde fou furieux. Moi, je comprends ça et c'est pas normal. Il faut que cette Europe redevienne solidaire et qu'on en arrête avec les grandes formules. Quand l'Europe s'est pris une baigne, comme c'était le cas avec le résultat du Brexit, que moi je regrette. Je le regrette, mais je suis obligée de le regarder les yeux ouverts. Et je pense qu'il faut que l'Europe se réveille, que nous nous réveillons, nous Européens. Sans aller pour autant vers la rupture, je voudrais savoir ce que vous pensez du nouveau slogan de Jean-Luc Mélenchon, l'Europe on la change ou on la quitte, le fondateur du parti de gauche qui veut être le candidat de la sortie des traités européens. Mais je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord avec cette idée qu'on irait mieux en quittant l'Europe pour une raison simple. Je vous ai parlé des enjeux majeurs, les enjeux de l'écologie, les enjeux du dérèglement climatique. Il faut qu'on prenne ces questions-là ensemble au niveau européen. Il y a une question autour de l'emploi. L'emploi va changer profondément. Aux États-Unis, on sait que dans 20 ans, 50% des emplois qui existent aujourd'hui auront disparu. Donc il faut penser l'avenir, il faut penser la modernité, mais il faut aussi penser la solidarité. C'est pour ça que je vous redis, il faut un SMIC européen, il faut se battre pour des droits partagés au niveau européen pour arrêter cette concurrence effrénée, pour arrêter aussi avec une gestion de la politique monétaire et des questions financières aberrantes. Et c'est pour ça aussi qu'il faudra défendre ce projet, notamment lors de l'élection présidentielle, et que moi je veux m'engager pour continuer à défendre ces convictions. Et je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui. On manque de politique, on manque de conviction, on manque de courage, on manque de volonté, on manque de fiabilité et de tenir parole. On vous interrogera sur ces questions et sur la perspective électorale que vous venez de tracer pour 2017. Cécile Duflot, dans quelques minutes, il est 8h33. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Bonjour Madame Duflot. Juste une petite question. Le vote vous avez été défavorable. C'était oui. Et vous aviez considéré que le référendum était quelque part illégitime, mais si le vote vous avait été favorable, est-ce que vous l'aurez considéré comme du coup légitime? Et dernier petit point, est-ce que ça me fait penser à une chose qui disait quand le peuple ne pense pas bien, il faut peut-être changer de peuple. Merci Christian. Cécile Duflot. Oui, Christian, j'aurais pensé la même chose si le non avait gagné, que c'était pas un bon périmètre. J'aurais pas changé d'avis ni sur le fond des raisons qui font que je suis contre ce projet, ni sur l'illégitimité. Et vous m'auriez pas entendu trompeter victoire, parce que effectivement, comme l'a dit Hélène Jouin dans la revue de presse, je pense que ceux qui sont pour, ils auraient pas changé d'avis non plus. Oui, mais vous auriez attendu du pouvoir qui respecte ses promesses et qui ne mette pas en œuvre ce projet d'aéroport. Je souhaite une chose surtout, c'est qu'on puisse aller au bout de ces recours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de légalité. On est passé en force sur ce dossier, sur beaucoup de points. Et nous le disons, c'est-à-dire que la DGAC n'a pas voulu rendre vraiment publiques les données qui montrent que l'aéroport actuel serait saturé. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais il ne reste plus beaucoup de recours, puisque la plupart ont été... Il y a une procédure d'infraction au niveau européen sur la loi sur l'eau, c'est pas rien. Je veux le redire quand même, qui n'est pas rien. C'est rarissime que des procédures d'infraction de cette ampleur soient ouvertes. Pourquoi ? Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut faire autrement ? Et aujourd'hui, toute la question, ça doit être celle-là en matière d'écologie. On a signé l'accord de Paris. Est-ce que oui ou non, on veut limiter à vraiment en dessous de 2 degrés le dérèglement climatique ? C'est ça le sujet. Et si c'est ça le sujet, alors ce projet, il est en contradiction avec l'accord de Paris. Et ceux qui le défendent le savent. On ne peut pas... Déjà, depuis le Grenelle, faire un nouvel aéroport, donc on a raconté que c'était un déplacement. Non, on construit bien un nouvel équipement. Et puis, il y a des projets qui se font. Il y a un grand projet qui se fait en Ile-de-France, qui est le métro du Grand Paris. C'est très compliqué. On aurait pu avoir des oppositions, mais comme il a été énormément discuté en amont, qu'il a été revu, rediscuté, revu, c'est ce qu'on appelle le dialogue environnemental et la vraie démocratie participative. Et ben, c'est un projet qui est partagé. Le problème de cet aéroport, c'est on a toujours voulu passer en force. Et quand on passe en force, on aboutit à ce type de blocage. En l'occurrence, la consultation démocratique, c'est le contraire du passage en force. Oui, mais vous avez entendu ce que je vous dis. Est-ce que vous connaissez le nom de ce futur aéroport ? Non. Pourtant, vous aviez l'air bien au courant. Il s'appelle Aéroport du Grand Ouest, AGO. Est-ce que le Grand Ouest, c'est la Loire-Atlantique ? Non, mais le fait que le périmètre soit... Le fait que... Moi, je suis d'accord avec vous sur le périmètre. Le périmètre est totalement... Après, c'est un sous-débat. Mais à partir du moment où le président de la République dit, en lançant cette idée de consultation, si le oui gagne, l'aéroport se fera, si le non... l'emporte, l'aéroport ne se fera pas. La question est claire. On peut contester, et je suis d'accord avec vous, moi je le conteste aussi, le périmètre. Mais à partir du moment où on appelle à voter non comme vous l'avez fait, le résultat s'impose et vous devriez dire, pour être logique avec vous-même, je pense, l'aéroport se fera puisque le oui a gagné, sauf effectivement si les recours juridiques aboutissent. Mais nous n'avons pas dit que c'était ça le souhait qu'on souhaitait pour prendre cette décision. Oui, mais la question était claire pour tout le monde. Était claire pour tout le monde. Écoutez, il y a quand même un problème, c'est qu'en fait, quand le même président de la République, d'abord, je pense pas que c'est le président de la République, et on a un problème. D'ailleurs, il faudrait arriver au bout de ce débat. C'est le président de la République qui tout seul peut décider ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire désormais, parce que le même président de la République, il s'est engagé en disant il n'y aura pas de début de travaux tant que les recours ne seront pas allés à leur terme. Je veux être sûr de la légalité de ce projet. Alors, il va tenir cette parole, oui ou non ?
Est-ce que le président de la République a une parole? C'est quand même une vraie question. Et est-ce que d'ailleurs, c'est normal de pouvoir construire un projet qui ensuite sera déclaré illégal? Ce qui risque d'arriver si les travaux sont réalisés, c'est quand même un sujet. Si c'est ça votre réponse, c'est-à-dire que l'aéroport doit se faire puisque le vote a été oui, si les recours juridiques n'aboutissent pas, alors c'est normal, mais ça n'a pas l'air d'être ça, c'est pas si clair. C'est-à-dire que vous dites j'ai perdu, mais je reste opposé. Je comprends que vous restiez opposé. C'est ce qui a été dit lors du meeting de la semaine dernière que vous restiez opposé. Et je reste opposé parce que je crois qu'on ne tiendra pas compte du vote si le oui l'emporte. C'est ça qui était dit. Ça changera pas notre point de vue sur le fond. Et c'est pas un petit projet, c'est pas un petit sujet. Détruire une zone humide, construire une infrastructure inutile. Vous avez raison, mais c'est différent de dire on ne changera pas notre avis et on tiendra compte du vote. Quand la gauche gagne, les gens de droite restent de droite, mais ils tiennent compte du vote. Parce que là, votre truc, c'est pile je gagne, face tu perds, quoi. Non, mais vous pouvez le prendre comme ça, et de toute façon, vous aviez décidé, avant même de m'écouter, de le prendre comme ça. Donc, pas du tout. Je ne veux pas vous faire changer. La preuve, d'ailleurs, que quoi que je dise, ça ne change pas votre avis. Mais moi, j'ai aucun avis là-dessus. Simplement, je m'interroge, le point est de savoir comment se fait-il que vous n'ayez pas convaincu 270 000 électeurs de Loire-Atlantique de la nocivité de ce projet? Parce qu'il y a eu beaucoup d'intox sur cette histoire. Les gens ont été trompés. Non, mais on leur a menti. Les gens veulent les emplois. Vous avez un drôle de ton quand vous me posez des questions, Monsieur Cohen. Je vous écoute tous les matins et c'est bizarre, vous n'utilisez pas toujours le même ton. Vous le prenez comme vous voulez. Oui, non, je le prends, j'en suis juste surprise. Mais je vous le dis, moi le sujet c'est est-ce que vous croyez que pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, ce projet est utile? C'est aux habitants de Loire-Atlantique qu'il fallait décider de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais non, mais qu'il fallait convaincre. Enfin, voilà. Comment se fait-il que il n'ait pas été convaincu par vos arguments? Et comment se fait-il qu'on continue à manger des produits qui nous rendent malades? Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à interdire les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et qui vont faire que peut-être on n'aura plus de miel et des problèmes de pollinisation? Comment se fait-il que la moitié des papillons ont disparu dans les 20 dernières années? Sur ces questions-là, les habitants ne sont pas consultés. Qu'une partie des dirigeants de ce pays et du monde sont en train d'emmener notre planète dans un futur dont on ne sait pas si on arrivera à s'en sortir? Comment ça se fait? Moi, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que mon engagement, il est intact. Mon engagement, c'est un engagement pour l'intérêt général d'aujourd'hui et des générations futures. Et si certains considèrent que c'est ringard, que c'est que ça leur plaît pas ou qu'ils trouvent ça pas fun, c'est pas grave. Et il y a une chose que vous êtes obligés de reconnaître. D'autres ont un autre point de vue sur l'intérêt général. Sur l'intérêt général de la planète et les dangers du dérèglement climatique, c'était le cas en 2009 et c'est plus le cas aujourd'hui. Chacun sait les conséquences. Et on commence même à les vivre. On pensait que ce serait pour la génération qui vient, c'est pour la génération d'aujourd'hui. Et là où c'est rageant, c'est qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Ça nous coûtera moins cher, c'est beaucoup plus économe, ça permet davantage de bien vivre. On sait l'augmentation, je vous l'ai dit, des maladies auto-immunes notamment, mais aussi des maladies psychologiques. De plus en plus de gens vivent dans la frénésie d'un monde qui nous impose la compétition à tout crin, qui nous pressure, qui pressure les humains, qui rend malades les étudiants qui font plus de dépression aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a quand même un sujet. Et c'est ce sujet-là qui est passionnant. C'est pas l'hyper court terme de telle ou telle décision. C'est vraiment de se dire quel avenir on veut construire. En tout cas, je crois d'ailleurs que les politiques de plus en plus sont tellement eux aussi dans cette frénésie du court terme, dans lequel se trouve la presse, mais c'est, j'allais dire, votre métier, qui fait qu'on n'arrive pas à réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Non, je vous assure qu'on réfléchit sur le long terme aussi, ça nous arrive. Autre chose sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel? Madame Duflot, l'écologie fait peu partie du débat pour 2017. Regrettez-vous vos attaques du PS qui vous ont mis aujourd'hui en minorité, vous demande Iskander. Écoutez, moi je crois qu'il y a quelque chose d'important quand on fait de la politique, c'est de défendre ce à quoi on croit, de prévenir tout ce qu'on va faire quand on est candidat et ensuite de s'y tenir. Ça s'appelle le sens de la parole donnée et ça s'appelle la démocratie tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je m'engage. Peu importe l'idée ou l'impression que ces idées-là seraient minoritaires, elles l'étaient encore plus il y a 20 ans. Et je vous l'ai dit, quand les écologistes dans les années 90 s'opposaient à l'amplification des routes en Île-de-France, c'était écrit rire sur les bancs de la majorité. On se moquait d'eux. Sauf que maintenant, la réalité nous a rattrapés. Et j'en suis bien désolée. Donc moi, je souhaite qu'un jour l'écologie soit majoritaire. Et c'est pour ça, pour vous répondre, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la suite et vous parlez de 2017. Moi, je vais lancer un site internet qui s'appelle je signe pour l'écologie.fr parce que je veux que ces idées et ce projet soient représentés. C'est pas tout le monde se positionne sur des questions personnelles. Moi, je veux faire campagne pour l'écologie. Je serai peut-être candidate ou peut-être pas, mais je veux faire campagne pour l'écologie parce que ces valeurs-là, ces idées-là, on doit les défendre aujourd'hui. La modernité, elle est
du côté de ceux qui inventent l'avenir. Et ceux qui inventent l'avenir, ils le font sur les territoires. Ils le font avec le numérique. Ils le font en pouvant refaire vivre les territoires ruraux. Ils le font en inventant une autre manière de consommer. Et on doit pouvoir se nourrir, on doit pouvoir respirer, on doit pouvoir boire de l'eau qui n'est pas polluée. C'est ça, c'est cet avenir-là qu'on doit construire. Quand et comment, sous quelle forme connaîtra-t-on votre décision ou vos engagements pour 2017 ? Il y a des choses, moi vous savez, je pense à la fois au long terme et aux choses très concrètes. Très concrètement, pour faire une campagne, pour porter une campagne, il faut les signatures et il y a une loi qui a été votée en catimini, je crois qu'il y avait 15 députés au moment de ce vote, pour rendre plus difficile la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Il faut 500 signatures d'élus, il faut aussi un soutien financier. Donc voilà, il faut que cette mobilisation citoyenne, elle existe. Et finalement, c'est aussi ça, pour le coup, le sens de la démocratie. On verra s'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont envie que l'écologie soit présente dans le débat de l'année qui vient. Ce sera à la rentrée, après l'été. En tout cas, c'est tout de suite. Je signe pour l'écologie.fr, c'est tout de suite. Oui, c'est tout de suite. Oui, mais oui, parce que c'est important. Et justement, parce que c'est pas une histoire solitaire, c'est pas une histoire de posture, c'est pas une histoire de couleur du logo, c'est une histoire de conviction. Vous étiez, j'imagine, attentive aux résultats des élections en Espagne. Vous étiez aux côtés ou en soutien de Podemos et de Pablo Iglesias. Oui, notre parti, membre du Parti vert européen ECO et membre de la coalition Unidos Podemos. Et là aussi, oui, il y a une forme de déception. Il y a une forme de déception, mais je crois qu'il y a aussi une réalité. Ce parti existe depuis 2 ans, avec une évolution qui est une évolution considérable. On a vu ce qui s'est passé en Grèce, avec toutes les difficultés dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que le périmètre et l'enjeu européen, il est très important. La démocratie au niveau européen est essentielle. On a besoin de retrouver une capacité de peser, notamment sur la finance et sur les banques. Et vous savez, quand Eva Joly a écrit un livre pour expliquer qu'il y avait quand même quelque chose de totalement illogique, pour être poli, à la présence de Jean-Claude Juncker, qui avait organisé le fait de faire fuir une partie des ressources fiscales des pays européens vers son propre pays, eh bien on voit bien qu'on touche les limites. On touche les limites d'un modèle qui est un modèle qui aggrave les inégalités. Parce que je parle depuis longtemps de la crise écologique, mais je crois que l'aggravation des inégalités, elle existe aussi en Grande-Bretagne. On dit faible taux de chômage, croissance économique, mais de plus en plus de pauvres. Un enfant sur 4 est pauvre en Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est pas l'Union européenne qui a exporté l'ultralibéralisme en Grande-Bretagne. Pas du tout. Là, vous avez raison. Il y a une partie, Thatcher l'a très bien inventé. Exactement. Mais ce qui ne marche pas en Grande-Bretagne ne marche pas plus dans l'Union européenne. Et cette aggravation des inégalités sociales, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les citoyens européens, pas opposer les pays, recréer de la solidarité. Et quand je dis qu'on peut avoir un SMIC européen, il n'y a pas de raison que le salaire minimum en Roumanie, ce soit 250 €. Parce que sinon, effectivement, tout ça ne tient pas à partir du moment où il n'y a aucun droit de douane et qu'un camion, en 3 jours, il a traversé toute l'Europe, avec tous les dégâts environnementaux que ça fait. Il faut cette protection sociale et écologique et environnementale aux frontières de l'Union européenne. Il faut nous redoter d'un projet commun. Et Schuman et Monnet, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était compliqué. Et donc maintenant, il faut pas seulement qu'on soit dans les mots, il faut qu'on soit dans les actes en matière européenne. Cécile Duflot, vous restez avec nous. On va accueillir dans un instant Augustin Trapenard pour une dernière question et puis retrouver Sophia Aram. Bonjour Cécile Duflot, vous avez vu Merci Patron ? Oui, j'ai vu. Vous avez vu Demain ? Oui, j'ai vu Demain. C'est intéressant quand même parce que c'est 2 des plus grands succès au cinéma cette année, des films qui portent un discours militant, des engagements auxquels vous êtes sensible et qui cartonnent. Question très simple, comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que vous allez faire du cinéma Cécile Duflot, mais comment vous expliquez qu'ils ne retranscrivent pas du tout dans les urnes en fait ? Pourquoi on entend ce cinéma de combat et pourquoi on vous entend pas ? Mais c'est toujours cette même question qui est pas complètement juste. D'abord sur où on en sera dans les urnes dans un an, on verra. Si vous me permettez, on n'a pas encore voté. Ce qu'on a vu dans les dernières élections législatives partielles, c'est que les candidats écologistes, alors même on a été en grande difficulté, enfin je ne me cache pas derrière mon petit doigt, le parti écologiste français a subi de grands chocs et de grands assauts, mais justement tout ce terreau-là, il existe. Il y a un truc qui est paradoxal dans Demain, c'est qu'il y a beaucoup de gens dont on voit les initiatives et qui disent en gros qu'ils votent plus. Parce que un des problèmes, c'est qu'une partie des gens sont aujourd'hui convaincus, et pour une part ils ont raison, et cette tentation je peux l'avoir de se dire agissons autour de chez nous. Faisons en sorte que notre cantine passe en bio et ensuite travaillons avec le maire, avec les élus locaux, puis le reste on verra. Et je pense qu'il faut faire ça. Il faut ces initiatives. On sait, les progrès techniques, technologiques existent, on sait faire mieux. On sait nourrir les enfants à proximité. Par exemple, en Ile-de-France, c'est 35 millions de personnes. On pourrait avoir du pain bio pour tous ces habitants-là, juste sur ce territoire-là. Il y a plein de solutions qui sont aujourd'hui, plus que dans les tuyaux, qui existent déjà. Et la question, c'est comment on passe à l'étage du dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de lieu où on reste ultra anti-écolo, c'est au niveau des dirigeants nationaux.
dans notre pays, mais aussi en Europe, où on reste bloqué, où toutes les décisions qui devraient être prises, qui vont dans le sens de l'écologie, qui favorisent ces initiatives-là, sont coincées. Augustin, votre invité dans Boomerang? C'est Daniel Pénac, l'auteur de la saga Malocène, Journal d'un corps, de Chagrin d'école. C'est l'un des invités du Festival de la correspondance de Grignan, figurez-vous, la semaine prochaine, consacré aux lettres d'exil. On va parler de frontières, réelles ou imaginaires, d'histoire, de Victor Hugo notamment, dont il lira au moins un texte. Daniel Pénac est dans Boomerang, évidemment. À tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. Sophia Ram, c'est à vous. Hier, oui. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance de vivre en Loire-Atlantique, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au départ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au départ, en 1969, c'était ça. C'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes, à mon avis, pour le décollage de l'ensemble de l'Ouest français. À cette époque, la question paraissait tellement simple qu'on hésitait presque à la poser. Qui pourrait s'opposer à ouvrir une porte pour l'avenir et faire décoller l'ensemble de l'Ouest français? Mais c'est dingue ça! Qui oserait faire ça? Même si, quand on y réfléchit un petit peu, l'idée d'ouvrir une porte sur l'avenir ou pour l'avenir, suivant que l'on décide de faire décoller la région nantaise vers l'avenir ou que l'on préfère faire atterrir l'avenir directement à Notre-Dame-des-Landes, eh ben ça suscite quand même au moins deux interrogations. L'avenir, c'est où? Et surtout, en admettant que l'avenir décide de venir à Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'on est sûr qu'il aura envie de faire le voyage en avion? Bah oui, parce que peut-être que finalement l'avenir il préfère le train ou le vélo. Bah je sais pas, mais bon, ça c'est encore une autre question. Nous sommes en 1969 et je vous parle d'une époque où Patrick Balkany n'avait encore jamais été condamné par la justice. Cécile Duflot et moi-même n'étions vraiment pas né, loin de là. Et Patrick Cohen était à milieu de se douter qu'il murmurerait un jour à l'oreille de millions d'auditrices pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la préservation de la zone humide. À l'époque, l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune. Ça te fait plaisir. Non, j'adore ça. Comment je kiffe. Tu pourras me reparler après, s'il te plaît? Enfin bref. À l'époque, l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune, sans connaître la morale de l'histoire. Un petit pas pour l'homme, une belle jambe pour l'humanité. Mais depuis, le Concorde a pris sa retraite et l'avenir de l'époque ressemble de plus en plus à notre passé d'aujourd'hui. Vous me suivez? Bon, ça paraissait plutôt simple au départ, mais en fait, depuis que l'idée a pris son envol, ça fait 50 ans que personne n'a réussi à la faire atterrir à Notre-Dame-des-Landes. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'habiter à Notre-Dame-des-Landes, c'est où? Eh ben, pour le savoir, il suffit de prendre la carte des résultats du référendum de dimanche. Vous allez voir une grande masse bleue de communes favorables au projet d'aéroport, et au centre de cette masse bleue, il y a une grosse masse rouge de communes opposées à l'aéroport. Eh ben, Notre-Dame-des-Landes, c'est pile au milieu du rouge. Comme quoi, tous ceux à qui on a posé la question, dites-moi, est-ce que vous êtes favorable à un aéroport là-bas, chez les autres, enfin suffisamment loin de chez vous pour ne pas être emmerdé par le bruit, mais suffisamment proche pour y accéder facilement? Ceux-là ont répondu oui. Et tous ceux à qui on a posé la question, qu'est-ce que vous diriez de voir les avions atterrir de plus près? Enfin, par exemple, chez vous, dans votre jardin, c'est-à-dire juste là? Et ben ceux-là ont répondu non. C'est surprenant, non? Quand on écoute la réaction des militants qui occupent la ZAD suite à la publication des résultats du référendum. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Eh bien, on ne sait toujours pas si ce projet d'aéroport constitue une porte ouverte sur un avenir révolu ou pas, mais ce dont on peut être certain, c'est qu'il s'agit d'une inépuisable source de revenus pour le groupe Vinci et d'emmerde pour le gouvernement. Sophia Aram et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, le dossier n'est pas clos. Merci Cécile Duflot d'être venue ce matin au micro de France Inter. Il est 9h30.